Bonjour. Le livre Initiation de Béatrice dans le monde du karaté-do Shotokai ou en karaté-do Shotokai est un livre qui va présenter plein d'aspects historiques, philosophiques pour toucher ce monde du karaté-do. Alors, pour présenter cet aspect, je voudrais pouvoir toucher différents sujets pour que vous puissiez comprendre ce que je voudrais apporter. Je voudrais que vous sachiez aussi que dans les livres suivants, je vais beaucoup utiliser l'intelligence artificielle parce que je suis moi-même aveugle, donc il m'est impossible évidemment d'écrire et de lire des textes. Enfin, d'écrire, oui, de créer, mais pas de lire les textes après. Donc je peux vous parler spontanément, mais je ne peux pas préparer un texte à l'avance. Et puis en plus, on va rajouter des films, des schémas. Mais je n'ai pas la prétention de vous dire que vous allez pouvoir apprendre le karaté juste avec cet ouvrage sur Internet. Non, ça ce serait un mensonge. Si par contre vous pratiquez le karaté-do Shotokai, ou une forme de karaté-do un peu plus inspirée, vous pourriez absolument faire un parallèle entre ce que vous pratiquez dans votre dojo et ce que vous pouvez étudier avec moi en ligne. Je ferai un parallèle ici avec un ouvrage de Carlos Castaneda, qui étaient des ouvrages très connus jusqu'en l'an 2000 à peu près, qui ont un petit peu disparu maintenant. Et c'est l'histoire d'un homme qui étudie les trucs magiques des chamans avec deux maîtres, Don Juan et Don Gennaro. Et le cinquième livre, si je me souviens bien, quatrième, cinquième livre, je crois, cinquième de cette collection, ça s'appelle Histoire de pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'il appelle ça Histoire de pouvoir? C'est parce qu'en quatrième de couverture, il présente, pour vous, ça ne restera que des histoires de pouvoir. Parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Bon, lui, c'est avec les drogues, avec le chamanisme. C'est pas du tout ce qu'on pratique dans les arts martiaux. Mais ceci étant, ce que je peux vous dire, c'est que cet ouvrage peut être très riche pour vous pour comprendre des choses intellectuellement, mais ils ne resteront qu'un livre Histoire de pouvoir, sauf si en parallèle vous pratiquez karaté, aikido, kung fu, tai chi, des pratiques comme ça qui fait que vous avez la partie pratique. La plupart des professeurs n'ont pas toujours une très grande connaissance spirituelle, donc ils ne sont pas toujours capables de donner beaucoup d'explications sur l'étymologie, sur le sens, sur l'origine. Et avec moi, vous aurez beaucoup ça parce que malheureusement pour moi, je suis très vieux et donc je fais partie de l'histoire du karaté. J'ai vu l'histoire du karaté, au moins moderne, s'inscrire et s'organiser depuis des décennies et des décennies. Parce que j'ai pratiqué toute ma vie et que je suis très vieux. Donc je peux apporter beaucoup de choses. Ceci étant, si vous n'avez pas une pratique quelque part, vous pourrez vous dire oui, c'est quand même intéressant d'écouter tout cela, mais ce ne sera que histoire de pouvoir et pas une expérience de pouvoir et de connaissance. La deuxième chose que je veux apporter, c'est que cet ouvrage, L'initiation de Béatrice en karaté-do Shotokai, c'est la troisième partie d'un livre qui s'appelle The Book of Iya en anglais. Et ce livre entier est publié en italien, en espagnol, en portugais, en espéranto, en hongrois, en anglais et en français. Je ne vais mettre que la troisième partie. Donc si vous êtes plus intéressé à comprendre la globalité des choses et que vous avez accès à l'une de ces langues, n'hésitez pas à aller voir les autres livres, versions, qui ne sont pas sur le même canal, parce que The Blind Samurai, le samouraï aveugle, c'est un canal sur lequel je mets beaucoup de choses en français, plus en français qu'autre chose, tandis que dans d'autres chaînes que j'ai, je mets beaucoup plus dans d'autres langues étrangères. Donc, italien, anglais, espagnol, portugais, hongrois, anglais, espéranto.
Et vous allez être surpris, peut-être, de voir, dans la version française, donc, que la pratique du karaté-do Shotokai, c'est pas juste de faire des coups de pied, des katas. Les katas sont des combinaisons, donc. Il s'agit de travailler un éducatif. Je pense qu'une chose qui peut bien résumer la chose, c'est qu'un jour j'étais dans un cours de karaté à Charvieux, c'est une petite ville à côté de Lyon, pas trop loin de Lyon, où j'avais créé ce club de karaté de zéro, c'est moi qui l'ai entièrement créé depuis le début. Et un jour, ça m'a pris comme ça en arrivant au cours, j'ai dit, bon, qui cette semaine, c'est déjà que je n'avais pas vu depuis une semaine, j'ai une trentaine d'élèves, qui cette semaine a utilisé le karaté pour protéger sa vie dans une situation de danger ou d'autodéfense, etc. Personne n'a levé la main. J'ai dit, levez la main, personne n'a levé la main. Après, j'ai dit, qui cette semaine a eu besoin de la connaissance du véritable karaté-do pour éviter une colère, une rage, une erreur dans son travail, pour bien conduire, pour se comporter correctement avec son copain, sa copine, etc. Tout le monde a levé la main. Et après, j'aurais dit, vous voyez que l'éducatif, c'est de passer par une technique physique pour vérifier que ce que l'on développe, ce que l'on pratique, ça fonctionne, mais c'est seulement la partie éducative. La vraie pratique, elle est interne, elle est philosophique et même spirituelle. Je voudrais, par cette présentation, insister peut-être sur quelques personnages que je vais présenter encore après dans les autres chapitres, avec peut-être une présentation un peu différente. Des gens qui ont été vraiment honorables dans mon existence. Alors, il y a le maître Harada, un maître de karaté-do Shotokai, qui lui-même était le disciple directement de maître Egami et de maître Funakoshi Gishin, directement, le fondateur du karaté-do. Et je peux dire que maître Harada avait une présence d'attention, d'amour, vraiment. Ah, il était un peu lunatique, un peu spécial, surtout quand il était plus jeune, mais tout de même, il avait vraiment quelque chose. Un personnage qui, au niveau de l'amour et de l'exemple, est encore plus important pour moi, aujourd'hui décédé malheureusement, c'est monsieur Bernard Monneret du CLAM, le Centre lyonnais des arts martiaux, à Lyon. Lui, c'était vraiment un cas, vraiment quelqu'un d'exceptionnel. En pédagogie, en présence, en style. Il touchait à tout, je crois qu'il faisait aussi du judo. Je ne me souviens plus trop parce que moi, je ne suis pas dans le judo. Mais il pratique aussi le kendo, le iaido, le karaté. Vraiment, il était bon dans plein de disciplines. Oui, il faisait du judo aussi, je me souviens. Il faisait du judo, il avait un super niveau. Et c'était un homme épanoui, un homme serein, qui ne cherchait pas à faire des réclames, qui, euh, qui a toujours pratiqué d'une façon merveilleuse, un être exceptionnel. Je peux vous donner deux exemples. Dans ma vie, j'ai un ami très proche qui est mort en voiture, d'une façon stupide. Il avait 17 ans, son frère n'a pas prêté attention quand il conduisait, et il a tué son frère. Et j'ai trouvé cet accident et le scénario qui était autour, c'était vraiment quelque chose de diabolique, d'horrible. Et un jour, comme ça, je parlais à M. Monneret et je lui disais, c'est vraiment dégueulasse, il n'y a rien pour justifier, c'est stupide. Et M. Monneret, plein de sagesse, me disait, il y a des choses qu'il faut accepter dans la vie, blablabla. Et j'étais en colère, franchement. Je lui dis, c'est facile à dire, ça, faut me lâcher un peu avec cette philosophie de merde. Enfin, c'était un peu ça, quoi, ma réaction. Pas comme ça, parce que je répétais énormément M. Monneret, donc je ne me serais pas permis. Mais j'ai un peu coupé la conversation et c'est franchement ce que je pensais. Or, plus tard, j'ai appris que la première femme de M. Monneret est morte en se tuant en voiture. Et là, ça change tout. Parce qu'une phrase de philosophie pédante, mais quand vous avez perdu votre propre femme dans le même scénario, et que vous enseignez, il y a des choses qu'il faut accepter dans la vie et tout, humilité, mon ami. Humilité. Quel exemple. Et le deuxième exemple que je peux donner, c'était à la fin de sa vie, il était très âgé, et je l'avais croisé une fois, et il me disait,
Ah oui, moi je continue toujours à pratiquer et les gens disent toujours ah, mais Monsieur Monneray, il est tellement courageux, ce qu'il voudrait, c'est mourir sur un tatami. Et il dit or, il se trompe totalement, moi ce que je veux, c'est vivre sur un tatami. Et ça, c'est tout à fait Monsieur Monneray. Donc vous avez des cas comme ça, comme Monsieur Bernard Monneray, qui a créé un endroit, le Clam. Je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais avant, c'était un dojo magique. Euh, Vous entriez là, vous avez oublié si vous étiez à Lyon, c'était à Vèze. Je crois que ça existe toujours, le club. C'est à Vèze, place Valmy. Et euh, quand on était là, il y avait des statues de samouraïs. C'était une telle ambiance, c'était quelque chose de tellement fantastique. Moi, j'ai découvert dans le clam un enseignement, une atmosphère, quelque chose de merveilleux, de fantastique. Alors, euh, j'habitais à Écully, c'est au-dessus de Vèze, à Lyon, et j'allais pratiquer là-bas, mais des heures durant. Je faisais le cours d'aïkido, le cours de karaté, le cours de autre chose. Euh, des fois, je tenais plus debout, je faisais jusqu'à 6 heures d'affilée. Et c'est arrivé que M. Monneray me dit ah non, vous, ça suffit, je ne veux plus vous voir. Maintenant, vous allez vous reposer. Ah, mais M. Monneray, je vais. Non, ça suffit, vous allez vous reposer. Et euh, très souvent, j'expliquais que comme je restais trop longtemps, que j'avais pas le temps, c'était plus facile de dormir au clam. Il y avait une petite chambre au premier étage qui m'était souvent offerte et je dormais là. En fait, je prétendais de dormir là. Il y avait une bibliothèque avec des livres fantastiques sur le karaté, les katas. Et dès que c'était la nuit, j'allais dormir. En fait, je mettais mon réveil pour me réveiller vers les 1 heure, 2 heures du matin. Et quand il n'y avait plus personne dans le dojo, je descendais, j'ouvrais la bibliothèque avec les livres magiques interdits, on n'était pas censé les toucher, et je trichais. Et j'ouvrais les livres, je les mettais sur un dojo, un petit dojo, où il y avait aussi une table de tennis de table. Et je mettais les livres sur la table et je répétais les katas pour apprendre des katas qu'on n'enseignait pas, des vieux katas et autres. Et quand je suis parti du clam, Monsieur Monneray, qui avait parfaitement compris mon cinéma, alors que je croyais être absolument invisible, il m'a dit alors, vous avez bien aimé ma bibliothèque, vous avez bien appris. J'ai dit mais Monsieur Monneray, donc même là, il savait euh, vraiment, il n'était pas dupe de quoi que ce soit, il était sage, il était. Une fois, je faisais un cours de karaté, donc c'est moi qui enseignais au clam. Je n'étais pas le seul, mais j'enseignais aussi. Et M. Monneray allait faire le cours, donc il m'a demandé de faire la gymnastique. Et les gens étaient terrifiés avec moi en gymnastique, parce que j'étais hyper entraîné, je faisais des trucs très durs. Et donc quand ils voyaient Iji, c'est-à-dire moi, qui allait faire la gymnastique, ils se disaient ah non, non, ça c'est terrible. Et à un moment, j'ai fait une série de pompes, beaucoup, beaucoup de pompes avec les élèves, et je jonglais, c'est-à-dire des pompes sur les mains, puis après les poings fermés, puis après sur le shooto, le tranchant de la main, puis après la main renversée, etc. Et j'ai fini par toute une série très très longue de pompes comme ça. Et Monsieur Monneray, il était assis sur un banc à côté, en train d'attendre tranquillement. Et puis après, il m'a dit Alain, puisque en ce temps-là, j'utilisais mon nom civil, si je puis dire. Alain, je suis un peu déçu parce que vous avez oublié les pompes comme ça. Il a montré sur le bout des doigts, on nous quittait pour ceux qui connaissent. Ce qui est totalement impossible de faire des pompes comme ça. Bref, il se moquait de moi, quoi, parce que j'ai fait une gymnastique trop dure. Mais très gentiment, il m'a dit ah oui, c'est bien là, ce que vous avez fait, mais je suis un peu déçu, vous avez oublié les pompes comme ça. Donc c'était sa douceur pédagogique de dire bon, là, t'as fait un peu trop fort, c'est un peu trop exagéré. Un autre personnage, Adam Prince, qui a créé avec moi l'IKDS. Ou plutôt, je l'ai créé avec lui, l'IKDS. International Karate Do Shotokai. Et euh, Adam Prince, c'est un mec du Bénin. Peut-être est-il encore en vie. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Et c'était un combattant. C'est un homme de cœur. C'est un homme qui n'avait peur de rien, qui ne se dégonflait pas quand il y avait des challenges, il ne se dégonflait pas. Et c'était un frappeur. Donc, karaté do shotokai, oui, avec souplesse, avec douceur, mais c'était un frappeur.
Et c'était un homme de cœur en même temps. Quand je faisais des stages à Paris, très souvent j'allais dormir chez lui et il me montrait, tiens, la clé est cachée là, au-dessus de lumière dans le couloir. Et il me disait, si jamais tu as oublié, tu demandes à n'importe qui dans Paris, tout le monde sait où ma clé est cachée. Et c'était vraiment vrai parce que quand j'allais dormir, très souvent il y avait plein de monde, parce qu'il a toujours été comme ça. Et il n'a pas accepté les magouilles dans le monde du karaté. C'est un personnage qui est resté droit et honorable, ce qui ne se fait pas beaucoup dans le monde du karaté, il faut bien le reconnaître. C'est des choses que vous allez retrouver dans mes ouvrages encore. Et, mais après, ce sera en insistant sur des aspects techniques, en comprenant mieux certains aspects techniques qui vous seront présentés d'une façon plus stricte, on va dire, pas dans une simple conversation comme ça. J'ai travaillé avec William Schneider, qui peut-être est encore vivant, il doit être très âgé. Il était pas mal. Bon, il aimait beaucoup l'argent quand même, hein, le pouvoir et l'argent. Mais c'était quand même un prof qui était aussi un frappeur, vraiment. Il avait peur de personne, tandis que beaucoup de gens avaient peur de lui dans le monde du karaté. Et il était droit dans ses bottes, même quand il n'en avait pas, parce que la plupart du temps, en karaté, on est pieds nus. Et c'était un professeur sans pitié, mais qui avait une pédagogie magique, vraiment. Donc je dirais pour moi, le personnage était moins riche qu'un personnage comme M. Bernard Monneray, mais en même temps, techniquement, William Schneider, il assurait. Et comme j'ai beaucoup travaillé avec William Schneider, qui a créé l'AXER, donc j'ai oublié maintenant, Association AXER de karaté Shotokai, quelque chose d'autre, AXER, j'ai oublié ce que ça voulait dire. En tout cas, j'ai passé des années à essayer, sans prendre de position, de mettre l'AXER, qui est une association assez importante de karaté Shotokai en Europe, et avec un petit peu d'Afrique aussi, Maroc, Algérie, et l'ICADIAS ensemble. Et j'ai jamais pu. Parce que chacun ne lâchait pas l'affaire en disant oui mais moi je veux ça, moi je veux tel dan, je veux tel truc. J'ai essayé pour vraiment créer un truc de karaté de Shotokai européen qui aurait été super puissant et je ne demandais aucune position, c'était juste un truc d'intelligence pour les mettre ensemble et ça n'a jamais été possible. Que voulez-vous que je vous dise? C'est l'histoire humaine. Alors, pour maintenant retourner un peu plus vers le karaté-do Shotokai, vous devez comprendre l'origine des choses. Maître Funakoshi Gishin, fondateur du karaté au Japon, puisqu'il l'a appris à Okinawa, ça s'appelait l'Okinawa-te, qui devient après le karaté-do. Shoto, c'est le nom du fondateur. Donc, Shoto, ça veut dire l'ondulation des pins dans le vent. Shotokan, ça veut dire l'école de Shoto. Shotokai, l'association de Shoto, grosso modo, en japonais. Et première chose, c'est que le karaté est censé être quelque chose de souple, comme d'ailleurs l'école Shaolin, qui est l'origine du karaté. Et Shaolin, en japonais, en chinois, ça veut dire la petite forêt. Donc on n'est pas loin de l'ondulation des pins dans le vent. Shaolin, qui est devenu après en Japon, en japonais, Shorin Ryu, l'école de la petite forêt. C'est la même chose, mais en japonais cette fois-ci. Et lorsque le karaté est devenu à tourner en compétition, le maître Funakoshi Gishin a complètement refusé. Il a dit, si vous faites de la compétition, vous perdez l'essence spirituelle du karaté. Vous perdez tout. Vous allez être obsédé par le sport, ça devient un sport comme du tennis ou autre chose. Il était absolument opposé à ça. Et ce faisant, il a été haï, vraiment, de tous ses disciples. La plupart de ses disciples. Et puis vous avez quelques disciples qui sont restés auprès du maître Funakoshi Gishin, qui étaient d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas pratiquer la compétition, qu'il fallait continuer à pratiquer quelque chose d'inspiré, de spirituel. Et le Shotokai, l'association, est née pour déjà payer l'enterrement du maître Funakoshi Gishin. C'est-à-dire que lorsque le maître Funakoshi Gishin est mort, les gens étaient tellement en furie contre lui
parce qu'il refusait la compétition, qu'il ne voulait même pas payer son enterrement. Et donc il y a quelques disciples, dont maître Shigeru Igami, qui fut aussi mon maître, et quelques autres maîtres qui se sont mis ensemble pour payer l'enterrement. Donc la première action du Shotokai, ça a été de payer l'enterrement. C'est assez triste. Le Shotokai n'est pas une forme technique, donc il y a des formes qui sont plus dures, plus souples en Shotokai. Et le Shotokai n'est pas une école technique, c'est juste une école qui dit pas de compétition. Et peuvent se développer dans des styles parfois assez différents. Il faut savoir que le maître Harada, qui fut mon maître aussi, a très bien connu le maître Funakoshi Gishin. Il a travaillé avec lui aussi quand il était très jeune. Et le jour de la création de la JKA, Japan Karate Association, qui a commencé à créer toutes les formes de compétition, eh bien, c'est le maître Harada, jeune étudiant, qui a passé la journée avec le maître Funakoshi Gishin, très vieux maître. Le maître Funakoshi Gishin était diabétique, type 2, pour ceux qui connaissent au niveau technique. Donc, il devait éviter les sucreries. Et au Japon, être en retard, c'est une chose qui ne se fait pas. L'horaire, c'est quelque chose d'extrêmement important au Japon. Lorsqu'il y a eu la signature de la JKA et qu'ils avaient besoin de la signature du maître Funakoshi Gishin, avec Harada, eh bien, maître Funakoshi Gishin a fait le tour des boulangeries. S'est acheté plein de sucreries tellement il était fou de rage, alors que c'était très mauvais pour sa santé. Il est arrivé avec 3 heures de retard. Il est rentré, il a signé pour la fondation de la JKA, il est reparti sans dire un mot. Et c'est ce que la plupart du temps le karaté veut cacher. Dans les dojos, vous avez le kamiza avec la photo du maître Funakoshi Gishin. Alors qu'en fait, le karaté compétition a haï le maître Funakoshi Gishin en refusant même de lui payer un enterrement. Donc, la plupart du temps, les gens veulent vous cacher l'histoire du karaté parce que c'est embarrassant. Le maître Harada, la FFKama, Fédération Française des Karaté et Arts Martiaux Affinitaires, ça s'appelle toujours comme ça, parce que ça fait longtemps que je ne suis plus en France, donc je ne sais pas l'évolution du karaté d'aujourd'hui, faisait tout pour refuser le maître Harada. Pourquoi ? Parce que le maître Harada, il a connu le maître Funakoshi Gishin, et il disait « Ah, c'était un homme charmant », mais tous les matins, il disait « Ah, bonjour, comment allez-vous ? Mais dites-moi, qui êtes-vous » Parce qu'il était vieux, il était un peu sénile, un peu comme Joe Biden, et donc il faisait les mêmes coups, il oubliait complètement. Et la FFKama disait non, on ne dit pas des choses comme ça sur le fondateur. Mais attendez, la FFKama, vous êtes les descendants de ceux qui ont même refusé de payer son enterrement. Mais aujourd'hui, il faut faire croire que le maître Funakoshi Gishin était un maître parfait, un surhomme, qui n'était pas vieux, qui n'était pas sénile. À la fin de sa vie, moi je ne suis pas sénile, pas encore en tout cas, mais je suis vieux, je suis aveugle, c'est sûr que mon corps ne bouge plus de la même façon, même si je m'entraîne encore énormément. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'étais quand j'avais 30 ou 40 ans. C'est clair. Le maître Egami Shigeru, qui est le fondateur vraiment de l'esprit Shotokai, qui a donné une direction plus particulière, même si d'autres ont développé un karaté do Shotokai, sans compétition, très différent. Mais le courant général de Shigeru Egami, c'est un karaté très souple, très ample, très grand, très souple, extrêmement dur à pratiquer avec des zen kutsudachi et des kibadachi très bas. Je vous jure que vos cuisses, elles s'en souviennent. Pour 3 ou 4 incarnations. Et le maître Shigeru Egami, il y a 2 choses. D'abord, il était très ami avec le fils Funakoshi. Maître Funakoshi Gishin, il a eu 12 enfants, me semble-t-il. Mais il n'y en a qu'un, Yoshito, j'ai oublié son prénom, qui s'est lancé dans le karaté. Et on dit que c'est lui, le fils, qui a inventé le yokogiri, qui n'existait pas avant. Avant, on faisait un maigiri sur le côté qu'on appelait yokogiri, que les Wadoryu ont repris après. Et il était à fond dans l'évolution du karaté, mais lui, il était pour la compétition. Donc c'était une guerre entre papa et maman déjà. Papa et fils, pardon. Et il se trouve que le fils Funakoshi a
reçu des radiations des bombes nucléaires, et il est mort de ça très rapidement. Donc il est mort très jeune. Enfin très jeune, il avait 25 ans, donc ça a vraiment totalement détruit le maître Funakoshi Kishin, parce que c'était son descendant, c'était le seul enfant qui était à fond dans le karaté, et là, il a tout perdu. Alors entre la compétition et le décès de son fils, le maître Funakoshi Kishin était totalement détruit. Et maître Egami était très ami avec le fils Funakoshi. Et en plus, le maître Egami lui-même était très malade. Enfin, à partir d'un certain âge, il a développé beaucoup de maladies. Il a eu plusieurs opérations et il est même à un moment, il s'est écroulé mort. Il a été classé mort, il ne respirait plus, il n'y avait plus rien. Et puis, par miracle, il a redémarré 10 minutes plus tard. Donc, il a eu 10 minutes de NDE, Near Death Experience. En français, on dit EMI, expérience de mort imminente. Et en touchant la mort, autant avec le fils, avec maître Funakoshi, abandonné de tous à cause de la compétition, et lui-même qui tournait autour de la mort, où des fois il était en forme et des fois il était dans des états lamentables, il a vraiment tourné sa pratique vers un karaté spirituel, un karaté d'énergie. Le dojo, par définition, c'est l'endroit où on pratique la voie spirituelle. C'est le sens étymologique en japonais. C'est pas pour casser la gueule aux voisins, même si des débutants viennent pour casser la gueule aux voisins. Moi, souvent, je disais, je suis un escroc. Parce que les gens viennent pour apprendre à casser la gueule aux voisins, et 3 ans plus tard, ils sont avec moi en train de faire une méditation au lever de soleil. Franchement, je les ai arnaqués. Mais ils ont évolué différemment, ils ont appris autre chose. Ils ont appris l'essence du karaté-do. Et vous allez dire, comment le lever de soleil ça n'a rien à voir avec le karaté. Renseignez-vous sur ce que veut dire Kanku Dai, pour ceux qui connaissent le karaté, qui est un kata qui veut dire contempler le soleil. Contempler le ciel avec le soleil. Kanku Dai. Eh oui, je parle japonais. Ça aide beaucoup quand même, hein, par rapport à ces pratiques. Donc quand on pratique, on utilise le karaté pour expérimenter quelque chose à un niveau différent, eh bien, on va découvrir des choses qui vont pousser votre vie à évoluer totalement. On ne fait pas des coups de pied, des coups de poing juste pour transpirer, même si ça aide, hein, c'est très bon pour la santé, très bon pour la mentalité, etc. Mais en passant par une autre évolution, vous découvrez des choses fantastiques, formidables. Ça s'appelle une évolution spirituelle. Si je dis que je travaille mon intuition et que j'ai l'intuition que Albert, qui est en face de moi, va être touché par une bonne ou une mauvaise nouvelle, sans donner de temps trop précis, franchement, à 99%, ça va arriver. Hein. C'est quand même pas de bol que Albert, il n'ait pas une bonne ou une mauvaise nouvelle dans l'année en cours. Donc vous aurez toujours raison. La chose, c'est de travailler différemment. Travailler des attaques dans le dos. Aucun bruit, on vient vous frapper en gyakutsuki. Je suis désolé pour les termes techniques pour ceux qui ne connaissent pas trop le karaté. Vous allez découvrir petit à petit. Mais comme je l'ai dit, il faut pratiquer en plus pour vraiment avoir l'expérience. Et à chaque fois qu'on vous touche dans le dos, vous avez tort, vous n'avez pas senti. À chaque fois que vous esquivez au bon moment, vous tournez, vous vérifiez. Donc votre intuition, vos perceptions, vous pouvez les tester des milliers de fois, au moins des centaines de fois en un seul coup. Ça, c'est quand même plus intéressant qu'une théorie. Je pense que je suis un Reikika, ceux qui font du Reiki, l'énergie, et que je soigne les gens. Oh, peut-être bien, ouais, peut-être pas. Peut-être, ouais. Mais là, on voit si j'ai un bon timing, si je pratique bien le Irimi, qui est l'art de l'anticipation, Jeet Kune Do de Bruce Lee, qui veut dire la main qui intercepte. Donc c'est exactement la même chose, ça veut dire Irimi. Mais cette fois-ci en chinois, traduit par Bruce Lee. Parce que tous les pratiquants, comme Bruce Lee, comme Maître Egami, Maître Harada, tous les gens de ce niveau-là, ils arrivent tous à la même conclusion. Percevoir, ressentir, évoluer, se transformer. Que chaque mouvement, chaque inspiration
ma façon de dormir, ma façon de m'éveiller, de manger, de conduire ma voiture, soit une extension de la vie de cette énergie Shotokai, de la présence du Ki ou du Chi pour les Chinois. Étrangement, quand on pratique ça, on est très très critiqué. Ça a été mon cas. Plus j'ai évolué vers un karaté efficace, plus ample, plus grand, d'abord j'ai été admiré. Puis rapidement j'ai été détesté et critiqué. Parce que les gens pratiquent du karaté do Shotokai parce qu'ils ne veulent pas faire de compétition. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire de compétition ? Parce que dans la compétition, c'est pas réel. Parce que vous, le karaté Shotokai que vous pratiquez en faisant un grand Utsuki, j'ai vraiment vu des choses comme ça, c'est réel peut-être. Vous allez faire ça dans la rue avec quelqu'un qui vous attaque. Non, en fait, le karaté do Shotokai est pratiqué, on évite la pratique de la compétition parce que c'est une pratique spirituelle. Ceci étant, j'ai été détesté parce que j'ai pratiqué un karaté qui emmène vers cette évolution spirituelle. Donc, c'est quand même un paradoxe fantastique. Et par cette évolution, j'ai été amené à toucher des choses que je vais un peu présenter dans ce livre, une toute petite partie, parce que n'oublions pas, c'est la partie 3, et mon livre entier sera fait en 5 ou 6 parties, mais dans les autres langues. En France, je ne présenterai que la 3e partie. Et quand vous êtes engagé dans cette évolution spirituelle, ça va de plus en plus loin. Vous apprenez à vous souvenir de vos rêves, à contrôler l'énergie, à faire des trucs extraordinaires qui vous ouvrent une porte vers d'autres choses encore. Et lorsque cette porte s'est ouverte dans ma vie et que petit à petit j'ai cherché à apporter des choses discrètes à mes élèves, j'ai été le diable incarné. Le diable incarné. Ce qui vous montre un paradoxe. En fait, on le reverra encore dans les chapitres d'après, mais je voudrais bien expliquer. Nous avons besoin d'un challenge. Soit vous avez le challenge de la compétition, ce ne sera pas un chemin spirituel, mais au moins ce sera un vrai chemin sportif, parce que les gens qui font de la compétition, ils ont la patate, vous verrez, je vais laisser des films après, ils ont la patate, ils ont la pêche. Et en plus, moi quand j'ai fait de la compétition, j'étais jeune, j'ai d'abord développé le karaté Wado-ryu et Shotokan, en pratiquant la compétition. Et je me souviens, une fois, j'avais parlé à mon prof, Christian Claudel, un brave professeur des Vosges, de Charmes, une ville dans les Vosges. Et je lui ai dit, moi, honnêtement, Christian, quand je fais la compétition, quand je vais dans une compétition, je suis malade, hein, 2 jours à l'avance. Je commence à avoir la diarrhée, je me sens super stressé parce que on prend des coups, il y a le stress, la résistance à avoir et tout. Et il m'a souri, il m'a dit, oh, t'as de la chance, moi j'avais la diarrhée 1 semaine à l'avance. Bon. Et ça, c'est un bon côté quand même. La compétition déforme l'essence spirituelle. Mais la compétition, c'est un challenge. Et je pense que c'est une bonne expérience quand même. Ou alors, vous n'avez pas de karaté compétition parce que vous êtes dans un chemin, comme Carlos Castaneda avec les chamans, ou d'autres. Regardez le film Le guerrier pacifique. Le guerrier pacifique, c'est complètement un enseignement de karaté do Shotokai. Regardez le film Instinct, avec un mec qui vit avec les gorilles, c'est complètement un enseignement Shotokai. Regardez le film La Belle Verte, c'est complètement un enseignement Shotokai. Regardez Powder, c'est un type qui, sa mère est morte en recevant la foudre, et lui, il est né, c'est un bébé hyper évolué qui va grandir d'une façon très différente. C'est complètement l'esprit du karaté Shotokai. Regardez un film peut-être plus récent, Lucie, une fille qui reçoit de la drogue par accident dans le film et tout, et son évolution. Alors, évidemment, c'est franchement science-fiction, comme Powder, c'est aussi franchement science-fiction. Mais ça fait rien. L'essence, ce sont des enseignements véritables, complètement. Si on ne recherche pas la spiritualité et qu'on ne fait pas de compétition, il y a une seule évolution possible.
c'est l'arrogance. Donc j'ai un karaté complètement bidon, totalement inefficace, mais je prétends que c'est spirituel, de façon à ne pas faire face à la compétition. Mais si un des collègues, comme moi, développe la spiritualité, on le déteste parce qu'il développe la spiritualité. Donc en fait, c'est complètement bidon, c'est du pipeau. Je fais un espèce de karaté complètement vide, qui n'a aucune réalité. Et j'invente des histoires de l'arrogance pour justifier ce que je fais. Pour vous donner une idée, il y a une dizaine d'années, 15 ans, je faisais des cours à Berlin, parce que je parle aussi allemand, et anglais, et beaucoup de langues, 12 en tout. Et donc je fais un cours à Berlin, et il y a un aikidoka qui est là, parce que je suis aussi en haut niveau, j'ai le 3e dan en aikido, c'est pas un niveau fantastique, mais quand même. Et cet aikidoka, je vois qu'il est complètement dans ses inventions. Donc, je lui fais, à un moment, je lui dis, bon, je vais te faire un Oitsuki Shudan, qui se pratique aussi bien en aikido qu'en karaté. Donc, il sait exactement à quoi il s'attend. Je lui dis, tu fais ce que tu veux, tu me fais une technique, ce que tu veux. Donc, je me mets en face de lui, il me dit, ah ouais, ça c'est super, je me mets en face de lui, je fais Oitsuki, mais Oitsuki, karaté, Shotokai. C'est très rapide. Je bondis comme un serpent. Et je me retrouve avec mon poing sur son plexus solaire. Et il n'a pas réagi du tout, donc je m'arrête, je lui fais pas mal. Je dis, bah alors? Elle me dit, oui, excuse-moi, oui. Iji, tu veux bien le refaire une fois? Je dis, oui, bien sûr. Alors je le refais. Et même scénario, il se retrouve avec mon poing sur son plexus sans pouvoir réagir. Je dis, bah alors, qu'est-ce que... alors il est perdu. Puis il me dit, tu veux bien me rattaquer encore une fois? Je dis, oui, bien sûr. Je le rattaque une 3e fois, même scénario. Alors il est là, avec mon poing sur son plexus solaire, il met sa main sur son front, comme ça, en train de penser. Il dit, oui, mais Eiji, tu attaques trop vite. Je dis, non, c'est toi qui es trop lent. Il faut aller dans un truc, que ce soit en aïkido. J'ai beaucoup travaillé avec Christian Tissier. C'est un mec qui pratiquait aussi une autre technique, j'ai oublié quoi, où il pratiquait le combat intense. Donc avec Christian Tissier, l'aïkido, c'était réel. Voilà. Ou avec moi, c'est réel. Que ce soit en aïkido, je pratique aussi beaucoup le ninjutsu, toutes ces disciplines, le kung-fu Shaolin. Il faut être efficace, il faut que ça fonctionne. Mais étrangement, il faut que ça fonctionne, non pas pour fonctionner, pour casser la gueule à tout le monde, mais parce que l'intensité de pratique me permettra de découvrir une intensité d'efficacité qui va devenir une intensité d'efficacité dans mon évolution spirituelle. Or, l'évolution spirituelle s'interdit. Je ne comprends pas. Le maître Funakoshi Genshin, il était rejeté à cause de ça. Il ne voulait pas de compétition à cause de l'évolution spirituelle. Le maître Funakoshi Genshin, il disait, si vous vous lancez dans la compétition, vous perdez tout. Et d'ailleurs, sur sa tombe, il est gravé Karate ni Sentenashi. Karate ni Sentenashi. C'est-à-dire, il n'y a pas en karaté une telle chose qu'une première attaque. Nous ne devons que répondre. Répondre veut dire sentir l'attaque. C'est irimi, jitkundo, anticipation. Et pour ça, il faut être très clair de ses perceptions, de son évolution spirituelle, qui va au-delà d'un simple réflexe sportif. C'est beaucoup plus que ça. Alors j'ai fait partie, donc au début l'IKDS, c'était Adam et moi. On était à Sérignan, dans un endroit où il y avait des stages avant avec le maître Murakami Tetsuji. Et pour débattre à cause d'escroqueries, je ne rentrerai pas trop dans ces schémas-là parce que c'est tellement nul. Enfin bon, lorsque le maître Murakami Tetsuji est mort, il travaillait pour le Murakami Kai, qui était l'école du Murakami. Et les stages étaient payés à l'association et l'association payait Murakami régulièrement tous les mois pour qu'il ait le droit de rester en Europe puisqu'il était japonais. Et lorsque le maître Murakami est mort, eh bien, il y a des élèves proches qui ont piqué l'argent de l'association pour faire des trucs pour avoir plus de pouvoir dans le karaté. Enfin bon, des trucs absolument ignobles. Et quand moi j'ai fait face à cette situation, avec Adam, nous étions à Sérignan, il y avait une réunion,
Et c'est là que l'IKDS a pris naissance à travers des débats en disant non mais qu'est-ce que c'est que cette escroquerie, qu'est-ce que c'est que cette attitude, vous êtes diabolique, vous vous comportez comme ça, vous êtes diabolique. Et il y avait 3 personnes, il y avait Adam, il y avait moi, il y avait un type qui avait une simple ceinture bleue et qui l'a ramené aussi. C'était un personnage qui avait un caractère et qui a dit non, non mais attendez, moi je suis pas d'accord, et qui l'a ramené aussi. Il y avait Giorgio Veket qui était là, qui s'est fait passer après pour un grand maître du karaté-do Shotokai. Peut-être bien, mais en tout cas, assez régnant, il était là, il n'a pas ouvert la bouche. Il se pissait dessus. Ben parce que Giorgio Veket avait, je suppose que maintenant moins, parce qu'il est plus tout jeune non plus, une forme physique époustouflante. Un style souple, ample, merveilleux, fantastique. Mais un mental 0 de 0. Dans ce cas-là, Pépère, pourquoi tu grandis? Tu fais grandir énormément ton corps si tu restes un gros con. Si tu n'as pas de courage, si tu n'as pas d'honneur, si tu n'as pas de dignité. Donc, après, on a eu une association, un regroupement, et on a créé l'IKDS en tant qu'association plus tard. Là, si vous allez sur le site web de l'IKDS, vous trouverez aussi mon nom. Donc mon nom c'est Iji, mais ça c'est un nom, on va dire, que j'ai reçu plus tard. Mon nom de citoyen, que je n'utilise plus du tout actuellement, c'est Alain Schmitt. Donc si vous allez sur le site IKDS, vous verrez que j'étais un des fondateurs, point final. Première réunion, et même avant, parce qu'à ces réunions, c'était la guerre qui a donné la création de l'IKDS. Et en ce temps-là, même pour former l'IKDS, tout le monde refusait. Il n'y avait que des gens qui étaient assez anciens et ils avaient peur de prendre position. Et ça m'a vraiment énervé. À un moment, je me suis vraiment fâché avec eux en disant je ne m'attendais pas à rencontrer des gens comme ça, vous êtes des mauviettes, vous êtes. Et certains l'ont mal pris, et du coup, c'est pour ça que l'IKDS est né. Et Adam m'a dit plus tard sans ton intervention, je croyais que ça n'allait même pas démarrer. Donc, oui, Adam était le créateur en administration, en organisation, en pédagogie, absolument. Mais moi, j'étais le roquet qui disait mais arrêtez les gars, vous êtes lamentables, qu'est-ce que c'est que ce truc? Réveillez-vous un petit peu. Et des gens de l'IKDS, ils ont appris plus tard, quand j'ai évolué, ce sera présenté dans le livre que vous lirez peut-être après, ils m'ont tous, à part Adam, qui a vu que je restais un mec clair, avec un chemin plus spirituel, certes, mais clair, parce que Adam, c'était un homme de cœur, donc il comprenait que j'étais toujours de cœur, présent, et présent dans le combat. Mais les autres m'ont tous détesté. Parce que d'abord, ils pratiquaient de plus en plus dans l'IKDS un karaté mou, astral, sans aucun sens, et ils développaient donc par conséquent de plus en plus de mensonges, de manipulations. Et j'ai vu des choses horribles. Par exemple, je suis aveugle. Je suis aveugle parce que j'ai le plaisir d'être diabétique. Type 1, même pas type 2 dans mon cas. Et ce qui est beaucoup plus grave. Et petit à petit, mes yeux se sont affaiblis. Et puis à un moment, quand mes yeux étaient plus faibles, comme certains karatékas savaient que je méditais au lever de soleil, pour travailler le zazen, la concentration, le zen, comme vous voulez, eh bien, ils ont dit que j'étais devenu aveugle, ou je devenais aveugle, à force de me brûler les yeux en contemplant le soleil levant. C'est bas, c'est vraiment bas, c'est vraiment lamentable. Et j'ai entendu ça dans des stages, pas en face de moi évidemment, mais à droite ou à gauche, quand je commençais à perdre la vue, j'ai entendu des trucs comme ça. Quand je suis devenu plus limité en vision, pas totalement aveugle, il y a un autre responsable, Yves Tellen, peut-être est-il encore vivant, je ne sais pas, qui était responsable de karaté, de ninjutsu et d'aïkido, peut-être, en Belgique. J'ai oublié sa ville, ça me reviendra peut-être, c'est pas très grave. Lui, il m'a carrément envoyé une lettre d'insulte quand je suis devenu aveugle. Il m'a dit c'est une bonne leçon pour toi, blabla. Oh, bravo, les courants d'amour et tout, charmant.
Mais encore une fois, si on pratique un karaté où on ne se teste pas dans le combat, et où on ne se teste pas dans la spiritualité, il ne reste plus qu'une marche vide d'arrogance et de prétexte. C'est triste. C'est même terrible. Plus tard, j'ai pris position pour protéger des réfugiés africains. Et le gouvernement contre lequel j'agissais d'une façon éducative, hein, je n'ai jamais posé des bombes quelque part, j'ai été arrêté et j'ai été torturé pendant 1 an en prison. Et là, les yeux qui étaient déjà faibles, sont morts complètement et je suis devenu totalement aveugle. Et même en devenant complètement aveugle, j'ai cherché à appliquer l'esprit du karaté-do. Donc ça veut dire quoi? Dans les arts martiaux, Shaolin et autres, on apprend des animaux. Donc comme moi j'ai beaucoup travaillé avec les dauphins dans le passé, j'ai développé l'écolocalisation. C'est-à-dire, je fais un son avec la bouche, que je fais avec la bouche, et je suis entraîné à écouter l'écho, exactement comme un dauphin, ou comme les chauves-souris. Je suis le Batman. Et j'ai appris à revoir avec le son, comme Daredevil, pour ceux qui connaissent ça de Stanley, où j'ai un sens radar que j'ai redéveloppé, et vous verrez un petit film que j'ai fait il y a longtemps aussi, avec quelques démonstrations, parce que ce n'est pas une connaissance théorique, il faut développer quelque chose qui vit, qui existe, qui fonctionne. On n'abandonne pas. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. C'est moi qui ai créé le club de Charvieux, de Tigneux. J'avais créé un club à Crémieux, mais il existe aujourd'hui un club de karaté-do Shotokai à Crémieux qui n'est pas l'école que j'avais créée. Donc au moins là, on ne peut pas dire que cette école-là, c'est une de mes anciennes écoles. Par contre, je sais que ce sont des anciens élèves à moi qui ont continué, puisque j'avais l'école principale, c'était à Charvieux, dans la MJC de Charvieux, et Charvieux a changé, la MJC, donc ils ont mis tout le monde dehors. Donc les clubs se sont après déplacés à droite et à gauche. Quand je suis arrivé à la MJC de Charvieux, il n'y avait absolument pas de karaté. J'ai créé le karaté, j'ai créé le yoga et j'ai créé le tai chi là-bas. Et quand nous avons créé l'IKDS, nous avons décidé que des experts viendraient pour faire des stages. Et que je serais invité pour faire des stages et que les autres, que moi j'inviterais des profs pour faire des stages auprès de mes élèves et tout. Et le premier stage que j'ai organisé, c'est avec Giorgio Vecchiette, ce même Italien, qui ne disait rien, la rencontre de Sérignan. Mes élèves de base, qui sont devenus des professeurs, il y avait Damien Baer et Philippe Protas, qui étaient vraiment mes élèves. Je leur ai appris à attacher la ceinture blanche. Et j'ai pris position pour eux. Une des raisons de haine de Yves Tellen, c'est qu'à un moment, me semble-t-il, pour le Shodan, la ceinture noire de Damien, il était prêt trop tôt. Il travaillait très bien. Et ils avaient décidé qu'il fallait 5 timbres de licence, donc 5 années de pratique pour avoir sa ceinture noire, se présenter à l'examen. Or, Damien, il était prêt en 3 ans, me semble-t-il. Alors, j'ai peut-être un peu transformé la réalité parce que c'est loin, mais il était prêt trop tôt. Et quand il voulait présenter sa ceinture noire, ils ont dit « Ah non, il n'a pas le droit ». Et attends, c'est la sécurité sociale ici. Et du coup, j'ai pris un passeport d'un autre élève. Ça faisait 10 ans qu'il traînait, qu'il foutait rien. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai présenté Damien avec un faux passeport. Et donc, il a passé l'examen. Certains ont été reçus pour la ceinture noire. Et après, ils ont appelé Damien devant tout le monde. Ils ont dit, et vous, on veut vous féliciter parce que c'est vraiment excellent. C'est vraiment, vous étiez vraiment le meilleur. Et après, pour signer la ceinture noire, j'apporte le vrai passeport. Elle me dit, ah ben non. Ah ben non, c'est pas possible, tu nous as trompés. Il n'a pas assez, d'années, donc il n'a pas le niveau. De quoi vous me parlez? Vous l'avez félicité devant tout le monde. Et Yves Tellen dit, ah non, non, moi je signe pas ça. Je dis, écoute, ça doit être que je connais rien au karaté.
Je suis un idiot dans le karaté. Je voudrais que tu me confirmes ça. Tu sais quoi? Tu montes sur le tapis, moi aussi, et tu me mets une bonne fessée. Alors Yves me dit, non, mais on ne peut pas parler avec toi. Je dis, bah non, c'est réel ou c'est pas réel. Donc, soit tu me mets une fessée, soit tu signes le passeport. Et il a signé le passeport. Ce qui a pu motiver, c'est la lettre d'insulte. Une fois que j'étais aveugle, mais les copains, c'est un petit peu minable quand même. Hein. Pour quelqu'un qui se veut grand samouraï, ça vole pas haut quand même. Et c'est donc moi qui ai créé le club de Charvieux. Et le premier stage que j'ai organisé, c'était avec Giorgio Vecchiette. À un moment dans mon évolution, mes élèves sont assez avancés, Philippe Protas et Damien Bert, pour prendre les cours, ce qui représentait un bon salaire, honnêtement. Donc j'aurais appris, j'ai formé l'école, je leur ai appris, et après je suis parti en leur laissant l'école, avec les cours. Et un jour, peut-être 5 ans plus tard, je reviens faire un stage. Il y avait un stage, donc je viens faire le stage avec plusieurs de mes élèves. Ce sera aussi dans le livre, vous verrez un moment expliqué en détail. Et Philippe Protas, qui m'ignore totalement, il ne me dit même pas bonjour parce qu'il a terriblement peur que je revienne à Charvieux pour reprendre l'école, ce qui n'était absolument pas le cas. Je faisais une visite dans mon passé, c'est tout, mais j'avais d'autres choses à faire. Devant moi, Giorgio Vecchiette va donner le 2e dan à Philippe Protas, qui n'a pas une très belle forme technique, honnêtement. Donc il va lui donner en lui disant, au regard de tout ce que tu fais pour ce club, c'est toi qui as créé le club, qui as tout créé depuis le début, etc. Et moi, je suis là, quelques mètres plus loin. Et je regarde Giorgio Vecchiette, je dis rien, mais je dis, tu te fous de ma gueule. Et j'étais avec plusieurs de mes ceintures noires, parce que moi je continue à enseigner, et les ceintures noires qui connaissent l'histoire, m'ont tapé sur l'épaule, ils ont dit, on y va, on leur bourre la gueule, on les casse tous. J'ai dit, non, non, vous bougez pas, ça ne m'intéresse pas cette histoire. Et là, il y avait Philippe Douty, qui était un 2e, 3e dan de karaté de Shotokai, une personne de couleur bien baraquée, mais bien honnête quand même. Et là, il interrompt Giorgio Vecchiette, il dit, non, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a le sensei Alain Schmitt qui est là, c'est lui qui a tout créé, vous le savez très bien, vous ne pouvez pas faire ça. Alors Giorgio, super embarrassé, ah oui, c'est vrai, non, oui, bah bon, on n'en parle pas du sensei Alain Schmitt. Bravo, Philippe Protas. Et t'es là, tu regardes tout ça, tu dis, mais c'est un hôpital psychiatrique ici. Et j'ai vu ça de partout. Moi, j'ai connu très bien Gilles Bergus et Dominique Valera, qui faisaient la compétition, mais qui étaient plus clairs de caractère que des gens du Shotokai, qui s'inventent des films. Alors oui, compétition, oui, seulement sport, mais au moins le risque, le danger, la compétition, ils sont quand même arrivés champions du monde, hein, par équipe, il y a longtemps. Et il y avait aussi Guy Sauvin, qui est devenu le directeur technique national du karaté. Et lui, c'était un enfoiré de première catégorie. Quand je le voyais, il me disait, moi, je veux être un parrain du karaté. Tant que vous payez et que vous ne faites pas de vagues, moi, j'ai rien contre le karaté Shotokai. Et je ne supportais pas ce type d'arrogance de cinéma, avec des articles dans les journaux qui disaient que le karaté, il fallait avoir l'esprit, blablabla, alors qu'il était l'incarnation du contraire. Tout comme le président Delcourt. Le président Delcourt, je n'ai jamais rencontré, mais je lisais ses articles où c'était pareil, il faut avoir un respect, blabla. Et un jour, le président Delcourt et Guy Sauvin, ils ont pris tout l'argent des licences de fédération de karaté et ils se sont barrés. Guy Sauvin, il est parti s'installer en Afrique pour essayer de créer un zoo, un safari. Et Delcourt, il s'est barré aussi avec. Ils ont partagé le butin et ils ont disparu. Alors quand je voyais les articles avant, il faut aimer, il faut respecter. Je dis, ah mais les copains, un peu d'honneur, un peu de dignité. Mince. Enfin, quoi? Calmez-vous un peu. Et c'est l'essence de tout ça que je veux apporter. La FFKMA n'aimait pas que le maître Harada raconte la véritable situation du maître Funakoshi Gishin, un vieux personnage qui souffrait d'être rejeté, à qui ses élèves ceinture noire ne lui parlaient plus. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Et quel est le sens du karaté do, donc le chemin que l'on suit spirituel à travers l'art des mains vides, si on se comporte comme des racailles, comme des rats?
Non, non, je veux dire... et détruit du karaté-do Shotokai, mais... Il y a un autre personnage dont je peux parler en karaté-do qui était vraiment cool. C'était... euh, Vincent Corso. Vincent Corso, il avait un super niveau, c'était un homme de cœur, peut-être est-il encore toujours vivant, je ne sais pas. C'était un vrai pratiquant, c'était un vrai pratiquant. Donc il y a Vincent Corso qui était vraiment un exemple. Il travaillait même comme videur dans les boîtes de nuit, donc lui, on pouvait parler de l'efficacité. Il y avait Adam Prince, il y avait Monsieur Bernard Monneret dans un autre style, Maître Harada dans un autre style. Il y a quelques personnages qui ont percé comme ça avec une vérité de cœur. Il y a un autre Shotokai, Michel Sou, qui était quelqu'un aussi d'assez exceptionnel, très engagé. Donc il y en a quelques-uns qui ont percé. Mais pour la plupart, l'ego, l'astral, le pouvoir, le mensonge, les manipulations étaient infiniment plus fortes que toute forme d'évolution spirituelle qu'on aurait pu acquérir. Alors, dans ce que je vais présenter dans l'initiation de Béatrice, pour vous dire la vérité, j'ai un petit peu triché. En fait, Béatrice, c'est un mélange de 3 élèves. Euh, mais pour en faire quelque chose d'un peu plus riche dans l'évolution, je ne vais pas vous dire celle-ci, 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 puisque c'est 3 filles, comme l'actrice principale Béatrice, qui est vraiment son initiation, avec quelques petites choses qui étaient avec d'autres personnes. J'ai recoupé ça dans une seule histoire. Mais cette histoire reste vraie en essence. De façon historique, bon, j'ai un peu mélangé des histoires, mais c'est complètement vrai, il n'y a rien d'inventé. Et vous pourrez voir en ça euh, mon expérience, hein, parce que quand je rencontre Béatrice, je fais partie, j'ai déjà fondé l'IKDS, je suis déjà un expert IKDS, et j'ai déjà découvert plein de choses qui ne vont pas du tout dans l'esprit, dans la contradiction totale. Moi, je me souviens à un moment dans un stage de l'IKDS, je disais, ben, on pourrait faire l'échauffement avec les élèves. Hein. C'était un stage plus important à Paris, donc on était 6, 7, 8 experts, et puis, je ne sais pas, une centaine d'élèves de ceinture noire à ceinture blanche. Et on va dans une autre pièce pour faire l'échauffement. Et je dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Et en fait, on me dit, c'est pour cacher. Parce que nous, on commence à être vieux, ils n'ont pas à voir qu'on se traîne un petit peu. Donc on fait notre gymnastique euh, cool, ça coule douce. Et eux, ils font la gymnastique, et on revient après, et ils s'imaginent qu'on travaille encore plus dur. Je dis, mais c'est de la racaille, ce truc-là. Et en fait, c'est simplement parce qu'ils ont peur d'annoncer qu'ils sont vieux. Bah oui, bah, je veux dire, la vieillesse, ça fait partie. On peut être plus vieux, on peut être plus sage, on peut être plus inspiré. Moi, j'ai plus acquis avec l'âge que ce que je n'ai perdu en devenant vieux. Donc, je préfère ma situation d'aujourd'hui, aveugle et limitée physiquement, mais avec des capacités qui dépassent de loin ce que vous pourriez imaginer sur l'énergie, sur plein de choses, que d'être jeune où je m'entraînais à un moment à faire tous les matins 1000 maigiri, 1000 maoshigeri, 1000 yokogeri, pour avoir des jambes ultra musclées, énormément de tsai-tobi. Ouais, c'est bien, ça fait partie de l'intensité de la pratique. Mais à un moment, il faut évoluer, les petits pères, il faut changer, il faut aller vers quelque chose d'autre. Donc à travers l'initiation de Béatrice, vous allez voir aussi de véritables histoires qui se sont passées, que j'ai un petit peu touchées maintenant, que vous réentendrez d'une façon plus détaillée plus tard dans le livre. Mais surtout, à travers cette évolution très importante, des capacités spirituelles qui vont m'emmener à découvrir quelque chose qui s'appelle le livre de Iya. Et le livre de Iya, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir en travaillant pour l'armée. Et pourquoi est-ce que je me retrouve à travailler pour l'armée? Ben parce que je présente avec la pratique des capacités extraordinaires. Et l'armée est très intéressée, contrairement à ce que vous pourriez croire, par toute forme de capacité développée où on peut constater que ça fonctionne vraiment. Et ça, l'armée s'y intéresse beaucoup. Et travaillant pour l'armée, pendant des années, à un moment, je me retrouvais sur une mission particulière et découvrir un livre, le livre de Iya,
qui, dans l'enseignement de l'écriture, à travers un langage spécial qui s'appelle le FAO, va donner des choses encore plus fortes et qui vont me permettre d'encore plus exister et de transcender encore plus de choses. Malheureusement, ça, ce sera vraiment exposé dans les livres en anglais, en espagnol, en portugais, etc. Mais pas en français. En français, je ne vais garder que la troisième partie. Pourquoi? Parce que les Français ont énormément peur de la spiritualité. Ils ont été traumatisés là-dessus. Ils n'ont pas peur de la connerie. Hein. Quand on voit que Macron a été élu une deuxième fois, franchement, moi, je serais vous, je ne serais pas fier d'être Français. Mais par contre, en France, on dit pas de spiritualité. C'est interdit. C'est interdit. Et moi, à cause de la spiritualité, on m'a même attaqué après, même en justice en France, en disant que j'étais un gourou et tout ce cinéma. À tel point qu'avec Adam Prince, j'avais passé le diplôme d'État pour enseigner le karaté et le DIF, diplôme d'instructeur fédéral, qui est aussi pour enseigner. Et quand ensuite on m'attaquait en justice, eh bien, on a tout simplement radié, effacé mon DIF et mon diplôme d'État. On dit, vous enseignez le karaté, vous n'avez pas le droit, on ne vous connaît pas. J'ai dit, comment? Vous plaisantez? Je suis le créateur de l'IKDS, j'ai le DIF. Non, vous n'avez rien du tout. Et voilà, si on efface, ça n'existe plus, affaire classée, c'est tout. Et je me souviens que Adam, quand il a entendu cette histoire, il dit, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Moi, je viens avec toi, je témoigne, je faisais partie du jury, j'ai aidé, etc. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je dis, laisse tomber, ça n'a aucune importance, ça ne m'intéresse pas. On ne va pas perdre notre temps à prouver à des abrutis qu'ils sont abrutis. Ils sont abrutis parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont abrutis. Et ils ne savent pas qu'ils sont abrutis parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, parce qu'ils sont certains d'avoir raison. Qu'est-ce que vous voulez que j'explique et que je démontre à des crétins qu'ils sont des crétins alors qu'ils sont justement des crétins parce qu'ils ne veulent pas entendre qu'ils sont crétins? J'ai d'autres choses à faire. Ça fait partie de l'évolution véritable. Je me souviens qu'à un moment, je faisais un stage en Italie. Et en Italie, l'énergie, la spiritualité, c'est pas interdit. Comme en Allemagne, comme dans la plupart des pays européens en fait. Sauf la France qui a une pathologie sur ça. C'est pourquoi, en français, je ne ferai que publier la troisième partie. Parce que le reste, ça ne fera que nourrir des fous furieux, pleins de haine. J'ai pas de temps à perdre là-dessus. Par contre, corriger les choses et vous donner des choses historiques et techniques sur le karaté, oui, je pense que c'est quand même un outil qui peut être utilisé en France, même avec un esprit terrifié et limité. Bref, à un moment, je fais un cours sur la plage en Italie, et il y a deux Italiens, très cool, je parle aussi italien couramment, donc ils arrivent et ils me demandent « Ah, mais ce que vous faites, c'est cool, est-ce que vous travaillez avec l'énergie ?» Je dis « Non, pas du tout, absolument pas. » Et j'évite le sujet, parce qu'en ce temps-là, j'enseignais énormément, et quelqu'un qui parlait d'énergie, comme je suis aussi français, pas que, mais je suis aussi français, donc en ce temps-là, j'enseignais uniquement en France, quand quelqu'un me parlait d'énergie, ça voulait dire piège. Donc j'ai dit non, pas du tout. Et puis après, j'ai parlé avec mes élèves le soir les plus proches, qui connaissaient, qui savaient aussi que je pratiquais certaines choses d'énergie, de spiritualité. Je leur ai dit, vous vous rendez compte, je suis tellement traumatisé par le conditionnement français. Quand il y a deux braves Italiens cool, avec un grand sourire, qui me demandent si je travaille sur l'énergie, j'ai dit non. Parce que j'ai l'habitude, énergie veut dire problème. Problème. J'ai éduqué mes élèves dans un engagement clair, d'honneur et de dignité. Je m'appelle Iji, et Iji en japonais, ça veut dire honneur et dignité. Mais plus intéressant, ça veut dire aussi dans une langue, Fao, qui était la langue qui a été utilisée dans le livre de Ia, ça veut dire appliquer sur soi-même et devenir. Je vais vous donner des exemples très simples pour les Français. La vie, ça veut dire se laver. Enfin, laver, ça veut dire laver. Donc, la vie, je peux laver la table, je peux laver. Et si on rajoute iji à la fin, la viji, ça veut dire se laver soi-même. Ce qui veut dire se laver soi-même, donc devenir propre. Se transformer et accomplir quelque chose. Levi, ça veut dire lever quelque chose. Je prends des mots qui sont très proches du français, comme ça c'est facile pour vous. Je peux lever la table, la chaise, le chien, si vous avez un petit chien en tout cas.
Leviji, ça veut dire se lever. Donc, devenir debout, si je puis dire. Iji, ça veut dire appliquer sur soi-même et devenir. Parce que mon engagement, c'est la plus haute pédagogie, qui est la pédagogie de l'exemple. Je ne dis pas aux gens, faites, si moi-même je ne le fais pas. Je travaillais aussi dans l'IKDS avec Mohamed Zakria, qui ensuite a développé le Varma Calais. Peut-être qu'il le fait encore, peut-être qu'il est mort, je ne sais pas. Et en tout cas, il se présentait comme végétarien. Et moi aussi, je suis végétarien, même végétalien. Et un jour, il voulait créer un cours de Varma Calais dans mon école, à la MJC de Charvieux. J'ai organisé un stage avec lui, les élèves aimaient bien. Et après, il m'a dit, écoute, on pourrait créer une section de Varma Calais à Lyon, à Charvieux. Et lui, il est de Paris. Je dis, ouais, moi je veux bien, mais qui pourra enseigner? Il dit, ben toi. Je dis, mais moi je connais rien en Varma Calais. J'ai fait un stage avec toi. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Je te montrerai quelques trucs, tu prétends. On s'en fout, c'est juste pour. J'ai dit, ah non, je ne fais pas des trucs comme ça. Et alors, plus tard, il me dit, allez, on va au restaurant, on va se faire un petit ragoût, et on parle ensemble. Je dis, un petit ragoût, de quoi tu me parles? On est végétariens tous les deux. Je dis, arrête, tu me dis pas que tu crois à ces conneries, c'est pour les élèves, ça. Eh ouais. Une semaine plus tard, ou un mois plus tard, dans une revue de karaté officielle, il y avait une interview de ce même personnage qui disait qu'il ne peut pas accepter un élève sans demander à son propre gourou en Inde, puisqu'il est hindou, donc c'est un truc indien. Et il y a le gourou qui se concentre et qui dit oui, tu peux enseigner ou pas enseigner. C'était un petit peu différent entre l'article et la réalité de ce qu'il me proposait. C'est ça le monde des arts martiaux quand il n'y a pas des risques. Quand on ne peut pas aller constater en disant t'es capable ou t'es pas capable. Tu me fais voir ou pas? T'y arrives ou pas? Eh ouais. Et finalement, j'ai eu moins de problèmes, j'ai d'ailleurs eu aucun problème avec Gilbert Grus ou Dominique Valera. Hein? Peut-être que leur âme n'était pas forcément manifestée dans la gloire et ainsi de suite, mais au moins, pour être bien concret, ils avaient une paire de couilles. Et du courage, de l'efficacité, de l'honneur, de la dignité. C'était clair. Voilà. Maintenant, je ne suis pas en train de dire donc faites de la compétition. Je vous dirais plutôt, si vous voulez faire du karaté-do Shotokai astral, arrogant, menteur, vous feriez mieux de faire de la compétition. Et encore mieux que la compétition, c'est du vrai karaté-do Shotokai, qui prend la plus haute compétition, qui est celle de libérer son âme, de manifester sa gloire et sa dignité. Lorsque Yves Tellen m'a envoyé une lettre d'insulte, parce que j'étais aveugle, un de mes élèves, Patrice Labonne, qui avait le premier ou deuxième dan, j'ai oublié. Avec moi, il a été jusqu'au troisième dan, donc en ce temps-là, il avait le premier ou deuxième dan. Il a lancé un défi à Yves Tellen. Il a dit, vous insultez mon maître, moi je vous défie. Et il a donné une date. Et à la date du défi, il est venu. Hein. Il a frappé à la porte et tout. Yves Tellen ne voulait pas le recevoir. Finalement, il a pu entrer en forçant un petit peu. Et puis Yves Tellen était très embarrassé. Il a dit qu'il allait faire quelque chose ailleurs. Et en fait, il a appelé au téléphone 2 ou 3 de ses élèves pour l'aider. Le grand karatéka Shotokai, ninjutsu et ainsi de suite. Tout ça parce qu'il se pissait dessus, parce que Patrice Labonne venait le défier, simplement parce qu'il m'a envoyé une lettre d'insulte. Patrice Labonne, en fait j'étais là. Et quand les élèves sont arrivés pour aider, je suis arrivé, j'ai accroché les mecs, je leur ai dit, vous venez faire quoi? Je dis, rien, on doit aller là. Non, vous y allez pas. Donc je sais parfaitement qu'il avait appelé ses élèves, c'est eux qui me l'ont dit, quand ils ont eu peur de moi. Il n'y a pas eu de combat, hein. Yves Tellen, il s'est complètement dégonflé. Et puis, mais après, Patrice, il a même fait des photos devant l'école, avec la date du jour, et puis son papier, comme moi il l'avait défié et tout, il s'est pris en photo. Enfin non, on l'a pris en photo, plus précisément. Mais il faut un peu de force, un peu de dignité. On ne devrait pas calculer les dan aux muscles et aux années, mais à l'honneur, à l'engagement, à l'évolution, à ce chemin qui fait que
on sort un peu de ce monde chaotique pour vivre quelque chose d'autre. Cet engagement. Moi, je me souviens une fois, j'avais beaucoup aimé ça à Charvieux. Il y a un mec qui vient. À l'entrée, il y avait une petite table, donc il s'assied à la table là, et puis il regarde le cours de karaté. Donc à un moment, je viens le voir en tant que pédagogue, je lui explique 3 phrases, après je refais mon cours, puis après il n'est plus là, bah basta quoi, c'est tout. C'était un jeune arabe, je sais pas, 18, 20 ans. Et quand le cours est fini, il y a une de mes élèves qui est là, qui dit « Oh, il a piqué mon blouson en cuir, je fais de la moto, ça vaut super cher. » Effectivement, c'était sur la table, et quand il s'est barré, il est parti avec ça. Et dans mon esprit, parce que c'est mon engagement, je l'ai retrouvé. Et je l'ai chopé. Et il ne se souvenait pas d'avoir pris le blouson en cuir. Et après un tout petit peu de, comment dirais-je, session de karaté-do Shotokai un petit peu plus intense et rapide avec lui, d'un seul coup, il s'est souvenu. Et puis, il m'a rendu le blouson. Voilà. Et j'estime que c'était mon rôle. Cette fille, elle est dans mon cours, c'est dans mon dojo, et cet enfoiré, il vient piquer le blouson sous mon nez. Ça me concerne, hein. Ah ouais, mais t'as pas le droit de faire ça. Ben, l'autre, il n'a pas le droit de voler, donc. Et il a porté plainte. Donc, j'étais à la police. Et en ce temps-là, c'était différent. C'était avec des machines à écrire encore, hein. C'était bien avant les ordinateurs et tout le reste. Et le mec, il a commencé à prendre mes références et tout. Puis à un moment, il a poussé sa machine à écrire sur le côté. Et puis il m'a dit, bon, je comprends la situation. Euh, euh, c'est assez crapuleux ce qu'il a fait. Alors, entre hommes, vous l'avez touché ou pas? Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai décidé, je lui ai dit, je l'ai quand même bien secoué pour l'aider à se souvenir. Donc il a eu un grand sourire. Il a ramené sa machine à écrire devant lui. Il dit, bon, alors vous ne l'avez pas touché. Entre hommes d'honneur, il y a des choses qui sont permises dans certaines situations. Et si on est là terrorisé devant le système, devant la fédération, devant la police, mais je sais pas, allez jouer au yo-yo dans ce cas-là. Jouer au tennis. C'est intense le tennis. C'est un bon sport. Mais prétendez pas pratiquer quelque chose qui vous engage dans le courant du samouraï. Enfin, arrêtez ça, hein, soyez un peu sérieux, quoi. Faut se calmer un peu. Voilà, c'est l'idée générale que je voulais présenter, directement en français, directement avec ma voix, même si après, sachez-le, mon chemin était un chemin dans la psychologie, dans les neurosciences et dans l'intelligence artificielle. Donc je vais produire quelque chose que vous allez découvrir après, qui est tout à fait exceptionnel de qualité de production et qui passe par des intelligences artificielles pour des sons, pour des dessins, pour une présentation et pour une lecture, puisque je ne peux pas lire directement. Je peux vous parler, mais pas en lecture, évidemment. Et l'intelligence, c'est de prendre le chemin de l'ancien, de la philosophie, de la spiritualité, et de prendre l'intelligence moderne, l'évolution des derniers cris de l'intelligence. L'ancien de la spiritualité ne rejette pas l'intelligence d'aujourd'hui. La recherche de la spiritualité, c'est la recherche de l'efficacité de l'intelligence et de l'engagement d'honneur et de cœur. Ça, je ne vois pas où, dans ce protocole-là, l'intelligence artificielle ou les méthodes modernes pourraient être un problème par rapport à ça. Donc on n'est pas esclave de ce système. Vous voyez dans le passé, quand je vous raconte cette histoire avec Philippe Protas qui reçoit un deuxième dan de la main de Giorgio Vecchiet, avec une présentation où il sait qu'il ment totalement, Damien Baird, il est là aussi. Il est là dans la salle. Il est juste un élève, en tout cas dans cette position-là, même s'il avait un très bon niveau, bien meilleur que Philippe Protas, honnêtement. N'empêche qu'il ne dit rien. Il n'est pas là en train de dire « Non, vous foutez de la gueule du monde ». Iji, ça a été mon prof depuis toujours. Quand il était enfant, Damien, il avait 14-15 ans, il était complètement perdu. Et je l'ai pris en main dans les arts martiaux, je l'ai invité chez moi pendant des mois en Ardèche, en été. Et sa maman, après, m'a dit vous avez fait un miracle. Tu as fait un miracle avec Damien. C'était extraordinaire. Et ben, le miracle que j'ai fait, en le protégeant pour la Sainte Honorée et tout le reste, quand
On donne le deuxième dan à Philippe, on m'entend totalement. Damien, il dit pas un mot. Et là, je suis bien obligé de dire, ma pédagogie n'a pas fonctionné. Un jour, il y avait un type qui était super violent, un mec d'une quarantaine d'années, et on faisait des jukumite, des combats souples. Et il y a un mec qui s'appelle Alain, très violent. Et je fais un combat avec quelqu'un d'autre, mais en tant que prof, en même temps, je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. En ce temps-là, je voyais parfaitement, j'étais en pleine forme. Et je voyais que Damien, il se recevait plein la tête. Il devait avoir 15, 16 ans, maximum 15 ans, devant un mec de 40 ans, qui avait moins de niveau de karaté, mais plus d'années de vie. En plus, il était bien baraqué, bien solide. Donc j'ai vu que Damien, il s'en sortait. Il était à la limite de pleurer, c'était bien violent. Et à un moment, j'ai arrêté les combats. Je dis merci, tous en ligne. Et les gens sont partis en ligne. Je dis Alain, avec moi, combat. Tu crois que j'ai pas vu ce que tu faisais à Damien? Alors maintenant, tu assumes. Et j'ai fait un combat avec Alain. Il s'en est pris plein la tête. Et ce petit salopard, devant moi, il cherchait même pas à se défendre. Donc je le frappais, je lui disais, allez, bouge-toi un petit peu là. Tu étais plein d'agressivité avec Damien. Montre-moi ce que tu sais faire. Et donc plusieurs fois, il s'est pris des coups. Puis après, je lui ai fait un balayage, il est tombé par terre. Je me souviens, il y avait du parquet en bois. Et quand il était par terre, j'ai contracté mon poing, dit mais j'ai frappé à fond le parquet, à 1 centimètre de sa tête. Il a regardé, ça a frappé très fort par terre, ça a super résonné. Et il a regardé mon poing, il était tétanisé de peur. Je l'ai repris par le kimono, j'ai ouvert la porte, j'ai dit casse-toi, je ne veux plus jamais te revoir dans mon club. J'ai eu raison, parce que 6 mois plus tard, ce type, il a même tiré sur sa femme. Donc il était un peu barge. Mais c'est normal. Un prof avec un peu d'honneur et de dignité, mais vous ne laissez pas votre élève se faire frapper. Vous ne laissez pas l'autre élève se faire voler un blouson. Enfin, vous êtes un peu le papa du club, avec honneur et dignité, avec engagement. Enfin, il faut être sérieux un peu. Il faut avoir cette cohérence, cette suite logique. Voilà, c'est tout cela que je vais vous présenter dans cet ouvrage, avec des aspects sur le côté technique, Kirimi, Midare, Taikyoku Shodan, les katas et la compréhension, et même découvrir petit à petit d'autres choses, l'évolution des choses, avancer avec l'énergie qui va m'amener jusqu'au livre de IA, qui vont m'apporter des révélations, qui vont m'apporter encore plus de pouvoir. Car, pour finir, la spiritualité, c'est comme un effet boule de neige. Plus vous pouvez, plus vous avez, plus vous cumulez. Il m'est arrivé d'aller dans des endroits, par exemple avec Shirai Sensei, qui était, je ne sais pas s'il est toujours, le directeur technique national en Italie, qui était aussi un élève du maître Egami. Donc on a eu le même maître, moi moins longtemps, mais quand même. Et on a tout de suite accroché. En plus, je parle italien et japonais. Donc on a encore plus accroché. Plus vous avez de capacité et d'expérience, et plus vous ouvrez des portes, alors que les autres, ils restent dehors. C'est ce que j'appelle l'effet boule de neige. À un moment, l'armée m'a demandé de travailler pour eux à cause de ce que j'étais, de ce que je pouvais faire. Et ce faisant, j'ai appris encore des choses nouvelles qui ont été plus loin encore. C'est l'effet boule de neige. Ça grandit de plus en plus. À un moment, j'ai rencontré Gita Malas, qui était une femme qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Dialogue avec l'ange, aux éditions Aubier. Je peux que vous encourager de lire ce livre. Et ça aussi, à un niveau plus élevé, c'est du pur Shotokai ou du pur Budo, c'est-à-dire l'ensemble des arts martiaux, la voie des arts martiaux. Même si elle n'a jamais fait de combat. Mais au bout du compte, c'est la même chose. Elle était engagée dans le conflit avec Hitler et tout le reste, et elle s'est mouillée. En se mouillant, elle a développé des capacités et des enseignements extraordinaires. Quand je l'ai rencontrée, c'était un micro ouvert, et j'ai posé une question. Et avec ma seule question, qui cherchait à être discrète, elle a tout de suite découvert que je faisais référence à des choses vécues. Et on a immédiatement accroché ensemble. On s'est rencontrés par hasard le lendemain, et ça a immédiatement accroché, parce que je n'ai pas posé une question de quelqu'un qui avait lu un livre, mais de quelqu'un qui avait expérimenté quelque chose. Plus vous apprenez et plus vous ouvrez des portes.
Et j'ai rencontré d'autres experts et j'ai développé des connaissances du genre l'électroculture. L'électroculture, c'est le fait de développer des techniques particulières pour mettre des antennes assez grandes dans le jardin, qui fait que ces antennes capturent l'énergie, l'électricité, l'électricité statique. Ce qui est finalement ce qu'on fait dans les arts martiaux, on se recharge avec beaucoup de pratique, beaucoup de concentration d'énergie, de chi, de ki ou de cette électricité statique, qui est très présente à 5-6 mètres d'altitude sur un terrain plat. Donc, vous mettez des antennes et naturellement, ça capture cette énergie et ça l'envoie dans le sol. Et ce faisant, vous avez des végétaux qui sont 2 fois plus gros et 2 fois plus concentrés, sans aucun insecticide, parce que les fruits sont tellement puissants, les légumes sont tellement puissants, tellement bien portantes, que les fruits, que les insectes ne viennent pas. Il n'y a besoin d'aucun insecticide. C'est l'évolution. Un jour, j'ai rencontré un mec qui faisait ça, et j'ai tout de suite compris, on a tout de suite accroché, j'ai développé des choses comme ça, parce que ça va dans l'enseignement des arts martiaux, dans la compréhension du ki et du chi. Tout comme j'ai développé des machines électriques, où vous mettez quelqu'un au milieu d'une source de vie, c'est ce qu'on appelle Nanekui, ça veut dire source de vie, et vous placez cette personne-là, elle recharge son niveau énergétique d'une façon énorme. Donc, c'est une addition entre une pratique traditionnelle et en développant des outils technologiques d'aujourd'hui, parce qu'il faut être fermé à rien. Vous avez les unités bovis, et les unités bovis, c'est de voir le niveau énergétique que vous avez dans votre corps. Et nous avons inventé des machines qui peuvent mesurer précisément ce niveau bovis, car il y a un engagement et une cohérence entre la recherche spirituelle et la recherche moderne, des appareils les plus modernes, où on peut créer des choses avec intelligence artificielle, avec tout ça, pour qu'il n'y ait pas cette séparation, cette guerre coupée en tranches. Non, vous allez dans un but qui veut vous amener à atteindre un haut niveau énergétique, de conscience, d'efficacité, pour vous et pour les autres. Avec le temps, on est loin du karaté do Shotokai avec juste Utsuki et Maegiri. Non, on va dans quelque chose de plus avancé, de plus grand, pour qu'il puisse y avoir une véritable évolution. C'est l'idée de tout cela que je vais vous transporter, que je vais vous amener, et je voulais vous présenter un peu tout ça, en comprenant bien que la présentation du livre 3, de la partie 3, est un peu séparée du reste du livre, même complètement, à moins que vous puissiez parler d'autres langues et comprendre dans d'autres langues, parce que j'ai voulu présenter en français uniquement la partie que les Français seront plus aptes à comprendre, c'est-à-dire une pratique martiale engagée véritablement, qui vous amène à une évolution inévitable si vous êtes honnête. Et si vous n'avez pas cette évolution, il ne vous reste que le blablabla, que le baratin. Alors que moi, je vais vous présenter des films, des photos, où vous pourrez voir, quand je fais des choses, vous pouvez constater par vous-même. De façon à ce qu'on parle de quelque chose de réel, autant dans l'histoire que vous allez entendre, mais aussi à des parties techniques où vous allez pouvoir voir des choses, pouvoir considérer comment je peux connaître ces choses-là, comment j'ai pu aller si loin dans la compréhension de la pratique et dans les choses que je peux appliquer véritablement. Et le livre en français s'arrêtera à la fin de la partie 3, que je ferai peut-être un peu plus large, avec une ou deux conclusions simplement en français, dernier chapitre ou conclusion pour vous parler un tout petit peu du livre de Via, tout en sachant que dans les autres langues, ça va beaucoup plus loin puisqu'on présente tous les détails, tout ce qui peut exister. Et très souvent, je vais rajouter des photos, des films, des enregistrements où vous pouvez constater que ce n'est pas du tout une histoire du pipeau, du baratin. C'est une histoire véritable. Et que cette histoire, je vous l'offre en ayant la possibilité de pouvoir utiliser ça pour évoluer. Si vous-même, vous pratiquez en parallèle du tai chi, du kung fu, de l'aïkido, du karaté, du kendo, du iaido, du kyudo,
qui sont toutes les du ninjutsu, qui sont toutes les disciplines que j'ai pratiquées. Si vous pratiquez au moins une de ces disciplines et en lisant ce que je vais vous offrir, vous pouvez largement additionner les deux. Si c'est une simple lecture, vous êtes absolument les bienvenus, mais ça restera pour vous une histoire de pouvoir. Parce qu'il faut additionner la pratique, la transpiration, l'engagement. Nous n'avons pas besoin de drogue, comme dans Carlos Castaneda pour le peyote, le ayahuasca et toutes ces choses-là qui sont très à la mode. Non, on peut vivre des états modifiés de conscience, extrêmement avancés, par un engagement complet de la pratique. Pratiquez véritablement et, comme on dit, donnez-vous complètement et vous recevrez beaucoup. Elle est dans cet état d'esprit de la vie qui dit, je crois que c'était Gita Malash qui disait ça, elle est malheureusement décédée il y a assez longtemps aussi, c'était elle qui disait, donc c'est au féminin, je suis pleine là où vous êtes vide, mais je suis vide là où vous êtes plein. C'est vraiment cet état d'esprit que un élève qui ne connaît pas les techniques de base, il peut connaître d'autres choses. La vie est une merveilleuse expérience de coopération. Apprenez à unifier votre corps, votre esprit, votre âme dans l'esprit de Sanshin, cette trinité, je reviendrai dessus plus tard, qui doit être unie et qui doit être présente. Dans le Kikentai, j'y reviendrai aussi plus tard. Et quand vous faites ça en vous, naturellement, vous unifiez aux gens autour de vous. Vos élèves ne sont pas vos élèves. Ils sont des motivations, ils sont des challenges de pédagogie, et ils sont des choses qui vont vous amener à découvrir des choses fantastiques. Parce qu'ils sont pleins là où nous sommes vides. Même si nous sommes pleins dans les arts martiaux là où ils sont vides, c'est pour ça qu'ils viennent en tant que débutants. La vie peut être une merveilleuse aventure d'évolution et de spiritualité. Kokoro. Kokoro, en japonais, ça veut dire le cœur pur et l'esprit pur, unis en un seul point. C'est ce qu'on appelle kokoro, l'esprit pur, le cœur pur, la paix de l'esprit. Karate ni sentenashi. Il n'y a pas de première attaque en karaté. Travailler la clairvoyance de l'énergie et la non-violence, sans pour autant être une victime. Tel est le chemin du karaté-do. Merci.